tous, merci d'être avec nous au rendez-vous de Paris Direct. 4 heures d'actualité en continu, un tour complet de l'actualité internationale avec à la une ce soir. Paris Direct, c'est 4 heures d'infos en continu, 2 heures plus 2 heures. Pourquoi je dis 2 heures plus 2 heures? Parce qu'en fait j'anime les deux premières, Écho de Le Christ anime les deux suivants. Donc moi je fais 20h, 22h, Le Christ fait 22h minuit. Dans le contenu, c'est justement un carrefour d'actualité, vraiment un tour complet de l'actualité traitée sous différents angles. Donc à la fois une succession de journaux télévisés, toutes les demi-heures, ce qui permet aux téléspectateurs d'avoir ses repères et de savoir que quoi qu'il arrive, il aura 10 à 15 minutes d'actualité à chaque demi-heure. Et puis complété par des modules sport, des modules éco, des modules internet, revues de presse, tout ça donc concentré dans 2 heures d'actualité, l'entretien également, et ce qui permet d'avoir une tranche très complète et encore une fois de pouvoir, en fonction de l'actualité du jour, bouleverser un peu le contenu pour être sûr que c'est l'actualité qui commande encore une fois. Je pense que c'est fluide, c'était quand même ça l'essentiel, parce que quand tu décides de faire une tranche d'actualité par opposition à une succession de modules, l'idée c'est qu'il y ait un fil conducteur, de pouvoir aussi bouleverser le contenu en fonction de l'actualité, c'est-à-dire en gros que ce soit l'actualité qui commande et pas l'inverse, pas la grille qui se calque qui impose ses contraintes à l'actualité du jour. Donc l'idée c'était vraiment de tenir compte justement de ça. De ce point de vue-là, je pense que le pari est réussi. D'ailleurs, on l'a mis à l'épreuve en fait. Évidemment, on s'y attendait pas, mais par définition, quand on fait de l'actu, c'est de l'imprévu. On l'a mis à l'épreuve avec les révolutions arabes. On a une année extrêmement chargée, l'année 2011. Et on s'est rendu compte, je pense, que ça tenait la route et que c'était assez fluide. Donc c'était vraiment l'enjeu. Alors on n'a pas prévu de grands bouleversements dans Paris Direct, encore une fois, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait plutôt bien et que les retours qu'on a sont bons. Et justement, en fait, ce qui va là présider un certain nombre de petits ajustements, c'est les qualitatifs qu'on peut faire. Donc on travaille avec des panels, comme le font toutes les chaînes. Ce qui permet déjà de dire petit 1 que pour l'instant le retour est très bon. Les gens rentrent dedans et surtout n'ont pas forcément envie de partir vite, parce que là encore, 4 heures d'infos, ça permet de suivre un événement se dérouler. Ça a été très important. Quelques exemples, par exemple, au moment de la révolution de Jasmin, par exemple, on s'est rendu compte en Tunisie que les choses avançaient extrêmement vite, mais parfois sur une même soirée, tu peux avoir un discours de Moubarak à 20h, des réactions à 20h30 et un mouvement de foule à 21h. Et ça, effectivement, le fait d'avoir 4 heures d'infos, ça permet de couvrir l'actualité au moment où elle se déroule et donc de suivre l'histoire en cours. Paris Direct étant calé sur le début de la journée aux États-Unis, on voit des événements très importants aux États-Unis se produire. Je ne sais pas, une annonce de Barack Obama, l'annonce d'une faillite d'une entreprise et immédiatement derrière des réactions. Tout ça permet globalement de l'encadrer dans Paris Direct, sachant que c'est évidemment pas circonscrit à ça, que l'actualité elle se poursuit pendant la nuit et que France 24 poursuit sa couverture de l'événement, mais Paris Direct permet d'avoir une espèce d'analyse cohérente et un traitement cohérent de cette actualité-là, avec un certain nombre d'acteurs qui vont venir ponctuer à différents moments de la soirée l'analyse et le décryptage de cet événement. On va s'adapter surtout en fonction du contenu de l'actualité, et évidemment, tu l'as dit, ce qui va dominer l'actualité de cette année, ça va être une actualité électorale extrêmement riche. On va avoir évidemment ici en France la présidentielle française, et l'évident pour nous c'est l'élément phare. France 24 est attendu sur la présidentielle française comme CNN peut l'être sur la présidentielle américaine par exemple. La présidentielle américaine d'ailleurs qui aussi va être un autre temps fort pour nous, parce que c'est important aussi de le décrypter avec un regard différent du regard américain. Il y a une élection en Russie, il va y avoir la préparation de grands changements en Chine également. Donc on le voit sur 4 des plus grands pays, des plus grandes économies de la planète. On va avoir des bouleversements politiques importants et France 24 évidemment va être à la pointe de l'analyse et du décryptage de ces événements-là. Et c'est ça qui va évidemment gouverner aussi en partie les ajustements qu'on va être amené à faire dans la tranche Paris Direct. C'est indéniablement une aide, je dirais, d'avoir travaillé dans la finance pour décrypter les mouvements du monde actuellement. Alors évidemment, on pense spontanément à la crise de la dette en Europe, parce que c'est ce qui nous touche de plus près. D'ailleurs, depuis la crise de la finance, depuis la chute de la banque Lehman Brothers en 2007, on le voit bien, le monde est rentré dans un cycle de crise et de soubresauts à répétition. On est dans l'une des répliques de cette crise d'ailleurs aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas la première. On a vu la crise de Dubaï auparavant. Avant Dubaï, on avait vu la crise d'un certain nombre
de banques, on l'a dit, mais également dans l'industrie automobile, de grandes entreprises qui étaient elles-mêmes menacées de fermeture. Tout ça, évidemment, c'est pas seulement de l'actualité économique, c'est de l'actualité tout court, parce que ça touche tout le monde et ça a des répercussions bien plus larges. Alors, un des effets aussi de cette crise, on en a peut-être moins parlé, mais quand on regarde ce qui s'est passé notamment en Tunisie, les racines de cette révolution en Tunisie, qui ensuite a eu un effet domino dans l'ensemble du monde arabe, ce printemps arabe, ce sont des racines économiques avant tout et sociales. C'est-à-dire que si un marchand ne s'était pas immolé par le feu dans le sud de la Tunisie, on n'en serait pas là. Et c'est aussi lié au taux de chômage extrêmement élevé dans ces pays-là, combiné à une démographie. Tout ça, ce sont des facteurs économiques très importants. Et le fait d'avoir travaillé dans le monde de la finance et de l'économie, ça permet aussi peut-être de les comprendre, de les appréhender. En tout cas, d'avoir toujours ça à l'esprit quand on s'intéresse à un événement de politique internationale. Ça s'est fait un peu assez rapidement en fait, c'est-à-dire qu'au bout de 7 ans dans la finance, en 2-3 mois, j'ai pris ma décision. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que c'était une décision que j'ai mis du temps à mûrir. D'abord parce que depuis très longtemps, même depuis que je suis gamin, j'ai la passion de l'actualité, de l'information, des journaux. Moi, mon plus vieux souvenir, par exemple, de télévision, c'est pas un dessin animé, c'est pas un film, c'est le débat Mitterrand-Barre de 79, à l'époque où Barre était Premier ministre, et Mitterrand, qui était à l'époque François Mitterrand, chef de l'opposition. Déjà, à l'époque, ça me passionnait. J'avais 5 ans, tu vois. Donc, c'est des choses qui remontent, en fait, assez profondément, parce que je pense que je m'intéresse à la politique, et puis je m'intéresse plus généralement à l'actualité. Alors après, il y a eu énormément d'autres choses. Il y a eu la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, contre Ronald Reagan, la crise des mineurs en Grande-Bretagne, la guerre des Malouines, parce que je suis aussi franco-britannique, donc je m'intéresse aussi pas mal à ce qui se passe outre-Manche. Donc si tu veux, voilà, il y a eu un ensemble d'événements dont je me souviens, qui ont vraiment ponctué ma jeunesse. Ça peut sembler un peu présomptueux de le dire, mais c'est vrai que je me suis toujours passionné pour l'actu. Alors ce qui m'a ensuite entraîné vers la finance, je pense que c'est un peu la combinaison de deux choses. D'abord parce que l'économie d'un point de vue théorique m'intéresse, et que son débouché le plus immédiat, je dirais le plus pur au sens économique du terme, c'est la finance. C'est ce qui se rapproche de plus de l'économie pure, parce que finalement, c'est ni plus ni moins que la loi de l'offre et de la demande. Les marchés financiers, c'est l'offre qui rencontre la demande. Il n'y a rien de plus, je dirais, synthétique et de plus simple dans cette loi de rencontre de l'offre et de la demande que la finance. C'est ce qui vraiment se rapproche de plus de l'économie théorique. C'est pour ça que j'y suis allé. Et puis aussi, pour une deuxième chose, ça je m'en suis rendu compte après coup, je n'avais pas ça spontanément en tête au départ, mais parce que finalement la matière première de la finance, ce qu'on utilise au quotidien, dans les décisions qu'on prend, c'est de l'information. Alors c'est de l'information politique et économique. Un événement politique va avoir de grosses répercussions. Une élection par exemple, des tensions sociales dans un pays vont avoir immédiatement des répercussions sur les cours des matières premières, sur les cours des actions, sur les cours des États. On le voit aujourd'hui avec la crise de la dette souveraine. On voit aussi que, par exemple, moi j'étais au moment du 11 septembre, j'étais dans une salle des marchés. Au moment du 11 septembre, j'étais dans la salle des marchés à l'époque la banque qui m'employait, je ne vais pas donner son nom, et on a vu à ce moment-là, le premier avion avait déjà percuté la première tour, on avait évidemment toutes les télés branchées à l'époque, c'était sur CNN et LCI, je fais un peu de pub pour la concurrence, sauf que France 24 n'existait pas à ce moment-là, et on voyait la première tour en feu, on pensait à ce moment-là encore à un accident, et quand on a vu le deuxième avion percuter la tour, d'abord on a cru que c'était un rewind qu'ils avaient fait sur l'image, quand on a compris que c'était bien un deuxième avion, là on a compris d'abord que c'était un attentat, deuxièmement c'était l'idée la plus immédiate qu'on ait eue à ce moment-là, ça va entraîner une panique mondiale. Et d'ailleurs ça s'est vu puisque dans les jours qui ont suivi, il y a eu à la fois, au-delà évidemment de l'impact politique colossal, et même humain, enfin je veux dire évidemment quand on voit le nombre de victimes et les répercussions humaines, l'impact humain est évident, mais au-delà de ça, il y a eu un coup d'arrêt immédiat sur l'industrie du tourisme par exemple, et puis après derrière ça a été sur le secteur aérien qui est directement lié à l'industrie du tourisme, puis derrière ça a été sur les startups de l'internet avec cette crise des .com à l'époque, l'éclatement de la bulle internet qui pour beaucoup s'était aussi développé à partir des facilités de financement que leur apportait l'industrie bancaire qui elle-même reposait sur une confiance qui d'un coup a été mise en doute et s'est trouvée atteinte. Donc si tu veux, il y a eu un effet de domino et à ce moment-là, on voit vraiment que l'actualité a un impact immédiat sur la finance. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pour te montrer que aussi dans la finance, on s'intéresse à ça. Pourquoi j'en suis parti? C'est parce que d'abord, la matière première m'intéressait plus que ce que j'en faisais. Donc il y a un moment où je me suis dit, si ce que tu préfères faire quand tu arrives au boulot, c'est lire le journal plutôt que passer des ordres, c'est que tu n'es pas à la bonne place.
Et puis ensuite, parce que j'ai eu envie d'élargir le spectre, je trouvais que c'était un petit peu réducteur l'utilisation qu'en font les financiers de cette information. Je trouvais que c'était plus intéressant effectivement d'élargir le spectre parce qu'il n'y a pas que les données financières dans l'actualité, il y a énormément d'autres choses qui, de mon point de vue, moi m'intéressent plus. C'est pour ça que je te parlais du débat Mitterrand-Barre, c'est parce que la dimension politique, je la trouve exaltante. Et dans une année comme celle qui arrive, c'est extrêmement motivant de pouvoir traiter de l'actualité internationale et de voir aussi comment cette élection-là va être perçue, l'élection française évidemment, j'en parle, vue de l'étranger. Il y a 10 ans, jour pour jour, 10 ans avant le 11 septembre, j'étais dans une salle des marchés, donc je faisais un métier totalement différent. J'avais vécu à New York aussi avant, puisque mon premier boulot dans la finance était à New York. C'est d'ailleurs la première ville dans laquelle j'ai vécu à la fin de mes études. Donc j'avais un attachement pour la ville. Évidemment, je connaissais énormément de gens sur place, et ce qu'on dit est vrai, hein, dans tous les cercles d'amis, tu connais forcément au moins une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui était dans les tours. Et donc, si tu veux, tout le monde est touché à des degrés plus ou moins proches par ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vraiment encore une cicatrice, au-delà de la cicatrice physique, c'est une cicatrice très forte, émotionnelle, que ressent chaque personne aujourd'hui à New York. Ce qui est aussi un peu paradoxal quand j'y étais, ça je m'en suis rendu compte en retrouvant un certain nombre de gens que je connaissais, c'est qu'ils ont aussi envie de tourner la page. C'est-à-dire qu'ils disent en gros, les Américains, enfin surtout les New-Yorkais, c'est un peu différent des Américains, sont des gens qui n'aiment pas qu'on s'apitoie sur eux, c'est des durs à cuire. Et ils n'aiment pas qu'on s'apitoie sur eux, et ils avaient envie de me dire, bon ben ça fait plaisir aux Américains, au reste des États-Unis, c'est pour ça qu'on fait ces commémorations, mais nous si ça tenait qu'à nous, on tournerait la page, on passe à autre chose, move on comme ils disent, parce qu'on n'a pas envie de rester bloqué sur cette période-là qui n'est pas une période très heureuse. Et comme c'est foncièrement des optimistes et des gens qui ont envie de regarder vers l'avant, ils n'avaient pas tellement envie de commémorer, puisqu'il les a aussi un peu blessés, et ça on l'a beaucoup vu dans l'émission qu'on a faite en direct de là-bas, c'est que les acteurs de premier plan de cette tragédie, c'est-à-dire les pompiers, les secouristes, n'avaient pas été invités dans la cérémonie officielle. Et ça, les New-Yorkais l'ont vraiment vécu dans leur chair de manière très profonde, et c'était extrêmement touchant de voir des pompiers témoigner avec nous devant la caméra et nous dire à quel point ils se sentaient exclus d'un événement auquel ils avaient pourtant participé, à leur corps défendant évidemment, et dans lequel ils avaient perdu un certain nombre de leurs collègues et de leurs proches, et puis vu aussi des atrocités qui pour beaucoup vont les marquer toute leur vie. C'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, parce que j'aime beaucoup l'endroit où je le fais déjà. C'est vrai que c'est une chance de travailler dans une chaîne, 27 nationalités sont représentées, je crois, à peu près une vingtaine, avec des gens évidemment qui parlent les 3 langues. Moi je suis franco-britannique, donc j'aime bien pouvoir justement travailler avec des gens qui parlent français ou anglais et échanger avec les uns les autres. Pouvoir continuer à faire Paris Direct, parce que au-delà simplement d'un journal, c'est vraiment un tour complet de l'actualité internationale. C'est un peu galvaudé de le dire, parce que tout le monde dit toujours tour complet de l'actualité, mais si tu veux, en 4 heures, 2 heures en ce qui me concerne, on a le temps vraiment d'aller dans tous les points chauds du monde au moment où ça se passe. C'est-à-dire dans un journal, on va faire 2 duplex à un endroit, dans le journal suivant, on fera les 2 duplex ailleurs. Et si tu veux, ça permet vraiment de prendre le pouls de l'actualité au moment où elle se fait, là où elle se fait. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a assez peu d'endroits dans lesquels on a la possibilité de faire ça et de le vivre en temps réel et de le faire partager, parce qu'évidemment le rôle du journaliste c'est d'être un peu un médiateur, même beaucoup un médiateur. C'est d'essayer de transmettre finalement, d'être le passeur entre un événement qui est en train de se faire et puis le public qui, face à son écran de télévision ou devant son ordinateur, quand il nous suit sur internet, cherche à s'informer sur ce qui se passe dans le monde. Et puis aussi, bon, si c'est possible, de faire découvrir des différents endroits du monde avec leurs enjeux et essayer de comprendre en quoi ils nous concernent tous, pas seulement en tant que Français, mais en tant que citoyens du monde, parce que c'est le propre d'une chaîne internationale aussi, de s'adresser pas qu'aux Français, mais aux citoyens du monde. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi un aspect... J'ose pas trop employer le terme pédagogique, c'est un peu pompeux parce que je suis pas un prof hein, et j'ai pas la prétention de l'être, mais en tout cas de faire découvrir, ou peut-être un peu une mission d'explorateur aussi pour les gens qui connaissent pas ou qui sont pas forcément familiers avec certaines régions du monde, avec lesquelles moi-même d'ailleurs par exemple je ne le suis pas forcément au départ. Et moi j'apprends beaucoup en le faisant aussi.